À tous, bienvenue à votre émission débat 100% Bénin. Vente d'essence frelatée aux abords des voies, à chaque coin de rue de la quasi-totalité des localités du Bénin. Bientôt que de vieux souvenirs. C'est du moins ce qui ressort, peut-on dire, de la loi 2018-15 portant code pénal adoptée il y a une semaine par la représentation nationale. Elle stipule en son article 929 que, je cite, le commerce des carburants, notamment essence super, essence tourisme, pétrole, gasoil, mélange de temps, ainsi que celui des lubrifiants aux abords des rues, dans les agglomérations et tout endroit autre que des dépôts et installations de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers ou des distributeurs agréés sont rigoureusement prohibé. Fin de citation. Après plusieurs tentatives manquées pour venir à bout d'un commerce illicite aux nombreuses conséquences fâcheuses, le bout du tunnel enfin trouvé. Mesdames, Messieurs, sur la question, les avis sont plus que partagés. À raison, cet instant débat pour apprécier la portée de l'initiative. Ce sera dans un instant avec deux sachants et ce sera autour du thème interdiction de la vente illicite des produits pétroliers, un acte de salubrité bien à propos. L'instant débat, c'est donc dans un instant. À tous, bienvenue à votre émission débat 100% Bénin. Vente d'essence frelatée aux abords des voies, à chaque coin de rue de la quasi-totalité des localités du Bénin. Bientôt que de vieux souvenirs. C'est du moins ce qui ressort, mesdames, messieurs, peut-on dire, de la loi 2018-15 portant code pénal adopté il y a une semaine par la représentation nationale. Elle stipule en son article 929 que, je cite, le commerce des carburants, notamment essence super, essence tourisme, pétrole, gasoil, mélange de temps, ainsi que celui des lubrifiants aux abords des rues, dans les agglomérations et tout endroit autre que dans les dépôts et installations de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers ou des distributeurs agréés sont rigoureusement prohibé. Après plusieurs tentatives manquées pour venir à bout d'un commerce illicite aux nombreuses conséquences fâcheuses, le bon bout enfin trouvé. La question, ils sont nombreux à se la poser. Et le débat, le ferons juste pour apporter des éléments d'appréciation subséquents. Ce sera avec deux sachants, thème au menu édition de la vente illicite des produits pétroliers. Un acte de salubrité bien à propos. Le débat, c'est donc tout de suite et maintenant. À ma gauche, Rodrigue Raoul Rustico, expert financier. Il est analyste politique. Rodrigue Raoul Rustico, bonjour. Bonjour Joël, bonjour amis auditeurs. Merci de répondre à notre invitation. C'est plutôt moi. En face de vous, Sabi Biaou, garagiste. Il est le secrétaire général du SYNGAP Auto Bénin, le syndicat national des garagistes et professionnels de l'automobile du Bénin. Sabi Biaou, l'un de ceux-là, sinon celui détenteur du premier garage à avoir bénéficié de l'agrément pour la lutte anti-pollution. Il reprécisera tout à l'heure. Sabi Biaou, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Joël. Vous avez été un ardent défenseur pour la lutte pour un environnement sain. Des titres, vous en détenez aussi et vous faites la fierté dans ce combat-là. Comment on se porte quand on apprend une nouvelle comme celle-là? Bientôt, plus d'essence frelatée aux abords des voies. Merci, c'est une question que vous avez effectivement posée parce que l'essence frelatée, comment c'est venu chez nous, puisque il faut remonter à l'histoire pour savoir comment les gens sont obligés de faire venir l'essence frelatée. Et cette essence frelatée au bord des voies, et pour quelqu'un qui connaît, ça a plusieurs conséquences. Déjà, lorsqu'on parle, disons, de la lutte contre la pollution par les gaz d'échappement, il faut avouer que cette lutte a inclus même, disons, la lutte contre l'évaporation même, disons, de l'essence dans la nature. Donc, au niveau des dispositifs anti-pollution déjà sur les véhicules, il y a déjà ces phénomènes. Parce que les gens ont conscience que l'essence étant un produit volatile, il y a beaucoup de composés organiques de l'essence qui s'échappent dans la nature et pour la santé, ce n'est pas une bonne chose. Et maintenant, lorsqu'on vient sur
les véhicules même. Non, on va préciser ces faits. Oui. Mais par rapport à la décision arrivée, le collectif que vous conduisez, comment vous l'avez reçu? Par rapport à nous, c'est un peu rigolo. Dans les conditions rigolo, c'est un peu rigolo. Parce qu'on vous dit, quel que soit, même vous allez faire des études pour votre maison aujourd'hui, on vous dira que vous devez l'appliquer en tenant compte des spécificités, des réalités que vous vivez. Donc, toutes les règles ne s'appliquent pas facilement. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies pour voter vraiment une loi du genre? Est-ce que l'application de cette loi ne va pas vraiment créer d'autres problèmes? Est-ce qu'il y a beaucoup d'interrogations derrière cette loi? C'est pour ça que pour moi, c'est un peu vraiment rigolo, quoi. Donc, le vote de cette loi vous a poussé à d'autres interrogations? À plusieurs interrogations. On y reviendra. Oui, l'expert financier qui suit de très près un certain nombre de dossiers touchant à la vie économique, quelle a été sa réaction à l'annonce de cette nouvelle? Alors, merci beaucoup. Vous savez, à l'annonce de cette nouvelle, j'avais pas de réaction. Vous savez, vous ne pouvez pas lutter contre un mal sans pour autant avoir des tests légaux. C'est vrai, c'est une bonne méthode parce que lutter contre l'essence frelatée par le passé, vous avez vu ce que ça a donné. Condamné dans ce pays, vous avez vu ce que ça a donné. Il n'y avait pas un cadre législatif pour pouvoir alors asseoir alors cette lutte-là. Ça n'a pas été fait. Alors maintenant, ça a été fait. Mais est-ce que dans l'application de cette loi, il n'y aura pas de difficultés? La réponse est oui, tout de suite. Parce que n'oubliez pas que c'est un fait social. La vente de l'essence frelatée, c'est un fait social qui est ancré dans l'habitude des Béninois il y a plus de 30 ans. Et donc, aujourd'hui, enlever ça de leur comportement, ça posera un problème sérieux. Il faut en arriver un jour. Il faut en arriver un jour. Je suis entièrement d'accord, mais il faut préparer les gens pour. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui payent de la scolarité pour les enfants, qui envoient leurs enfants à l'extérieur à base de la vente de l'essence frelatée. C'est pas qu'on encourage. Vous avez des statistiques pour ça? Bien sûr, il y en a plein. Et, on n'est pas tenu, en fait, de les supprimer, du moins il faut recomposer tout simplement ce secteur-là. En faisant quoi? Vous savez, il y a principalement deux méthodes pour pouvoir le faire, à mon avis. Soit ceux qui sont là actuellement et on les professionnalise davantage pour pouvoir revoir un peu la manière par laquelle ils vendent de l'essence frelatée, vous les voir, ou bien carrément on met en place un système de reconversion. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, vous allez par exemple à Boukoumbe, je ne sais pas s'il y a vraiment une station sur la route, et maintenant si vous devez quitter ici avec votre véhicule pour pouvoir aller là-bas, où est-ce que vous allez vous approvisionner si on devrait normalement dégager tout cela? C'est pour vous dire qu'il faut préparer cela. Combien de stations-service nous avons dans la ville aujourd'hui à Cotonou? Encore qu'aujourd'hui à Cotonou, c'est maintenant que nous avons commencé par sentir des stations-service pousser. Ce qu'il fallait faire d'abord, avant d'aller vers la loi. Et vous savez, il fallait mettre d'abord en place des stations-service un peu partout avant d'aller vers la loi. Ce qui contraint quand même tout le monde à respecter cela. Parce que le Béninois, tout le monde consomme le paillon. Moi-même, j'en consomme, tout le monde consomme le paillon parce que c'est un service de proximité. Nous n'avons pas les stations un peu partout. Cela pose un problème en termes d'approvisionnement et par conséquent, tout le monde préfère aller vers alors l'essence frelatée. Donc aujourd'hui, l'État devrait mettre en place des politiques pour pouvoir permettre au privé, d'accord, de mettre en place des stations-service. Vous savez, construire une station-service pour avoir été directeur financier dans une boîte de pays pétroliers pendant près de 9 ans, je vous assure que ça vous coûte près de 10 millions, 10 à 12 millions pour mettre une mini-station en place. C'est beaucoup d'argent. 10 à 12 millions, s'il vous plaît. J'ai rédigé des plans d'affaires plusieurs fois pour cette histoire-là. Ça coûte beaucoup d'argent. Et l'autre chose, avant d'avoir l'agrément aujourd'hui, avant d'avoir l'agrément pour importer des produits pétroliers, il vous faut un capital minimum de 300 millions. Vous imaginez un peu ça? Sérieux? 300 millions pour l'agrément? Pour l'agrément, je vous dis 300 millions pour l'agrément. C'est beaucoup de choses. La manne financière n'est pas petite. Et donc, il va falloir tout simplement enlever les barrières d'entrée parce qu'il y a maintenant cette histoire de proximité. Parce que le problème fondamental, c'est parce que les gens n'ont pas accès directement aux stations-service et ils ont beaucoup plus accès. Vous rentrez dans n'importe quel vent, vous retrouvez en même temps un vendeur d'essence frelatée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on nous demande alors à tout un chacun de nous de commencer par contrôler notre réservoir avant de quitter la maison. Sinon, vous aurez alors des pannes sur la voie et comment vous allez faire pour vous approvisionner s'il n'y a pas alors le vendeur de l'essence frelatée? Il y a assez de questions qui subsistent par rapport à cela. Avant de revenir vers vous, M. Samy Biao, vous avez l'impression effectivement qu'on a mis la charrue avant les bœufs? Est-ce que... Moi, je me demande même si les gens ont vraiment réfléchi. Non, vous n'allez pas dire ça. Parce qu'il faut préciser à nos téléspectateurs. Vous allez continuer, mais précisons à nos téléspectateurs, Samy Biao, précisons à nos téléspectateurs, vous allez continuer, qu'il s'agit des élus du peuple, la représentation nationale supposée être à l'écoute de la base qui a voté. N'empêche qu'ils se refusent de réfléchir sur le sujet. Ils se refusent. Ils se refusent. Pourquoi?
Vous devez savoir que dans un pays, le transport joue un rôle très important pour le développement. Moi, je suis un acteur du secteur du transport à travers la maintenance des automobiles. Vous comprenez? Et lorsque vous regardez Cotonou, dis-moi, quel fonctionnaire a autre alternative de déplacement en dehors de son propre moyen de déplacement? Et lorsque vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup de cadres, beaucoup de personnes sont obligées de s'acheter leur propre voiture, à partir de quel salaire, quel budget ils peuvent aller dans les stations-service aujourd'hui pour acheter du carburant? L'État aurait pu encourager le transport en commun, c'est ça? On aurait pu encourager le transport en commun, mais quand les gens sont venus, on a vu par exemple l'initiative Bénin Taxi. L'initiative Bénin Taxi, ça permet de régler le problème des riches et non le problème des pauvres. Sérieux? Bon, vous prenez par exemple le phénomène Zémilian. Le phénomène Zémilian est né de quoi? C'est un problème sérieux. C'est une calamité. Quelqu'un qui conduit Zémilian qui est dans Cotonou, à partir de ses revenus, vous pensez qu'il peut nourrir correctement une famille, éduquer les enfants? Voilà qui sont dans Cotonou, ils ne repartent pas au village. Ces enfants qui sont mal éduqués, qui sont à Cotonou, ils vont devenir quoi? Quand vous voyez ces vendeurs d'essence aujourd'hui, c'est pour survivre, malgré tous les risques. Parce que je me rappelle que dans un passé, lorsque vous voulez rentrer dans un véhicule et que vous avez un bidon, on cherche à contrôler est-ce que c'est de l'essence ou bien c'est du pétrole. Si c'est le pétrole, ça entre. Mais quand c'est de l'essence, on vous dit non. Mais lorsque ces conducteurs sont obligés de transporter l'essence pour faire du commerce, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Malgré qu'ils ont conscience que l'essence est un produit dangereux, ça crée des dégâts pour eux. Et que s'il arrivait quelque chose, ils allaient peut-être en partie, ils prennent le risque parce que le premier, avant de penser à comment je vais faire demain, il faut qu'aujourd'hui tu manges. Donc, comme l'autre l'a abordé, je pense qu'il y a un problème à ce niveau qu'il faut vraiment régler. Donc, l'essentiel ne constitue pas à voter des lois. Je prends un exemple par rapport aux véhicules, par exemple, d'occasion. Oui. Nous avons un décret qui interdit, qui dit par exemple que tu ne peux pas importer des véhicules d'occasion au Bénin et commercialiser et vendre sans un service après-vente. Vous comprenez? Malgré l'existence de ce décret, avec l'âge des véhicules qui est limité, on continue toujours de dédouaner des véhicules de 30 ans d'âge, de 40 ans d'âge, de 50 ans d'âge au contrôle douanier. Alors qu'on aurait pu simplement, au niveau du contrôle douanier, seulement prendre une décision pour dire, bon, écoutez, vous ne pouvez plus dédouaner un véhicule qui a plus de temps, et puis c'est appliqué et ça va se régler, on n'a même pas besoin vraiment de choses. Il y a des choses qu'on peut régler sans loi. On prend des dispositions, on va le faire. Mais on veut faire montrer que, bon, on est en train de changer les choses, ça ne peut pas être comme avant, ainsi de suite. Il faut connaître les causes. Parce que toutes ces luttes que les gens ont menées, que ce soit sous le régime Souglou, là, a commencé en 92, je me rappelle, ou je ne sais quoi. C'était été obligé de lui rappeler que lui-même allait prendre du carburant là-bas avant de faire chose. Le président Souglou, il est encore vivant. Et c'était même rappelé la couleur de la voiture qu'il utilisait à l'époque. Kérékou l'a fait. À son âme, Yahi l'a fait, on a vu ce que ça a donné et aujourd'hui on revient là-dessus. Et il faut voir les stations qui arrivent à pousser aujourd'hui et qui font croire qu'on peut régler la route, il faut aller et qu'on peut régler le problème. Allons regarder en dessous pour voir ceux qui ont vraiment les moyens pour pouvoir le faire parce que comme il a dit, et importer ces produits-là aujourd'hui, il y a des contraintes financières là-dessus et tout le monde ne peut pas faire. Maintenant, moi, en tant qu'acteur du secteur, je peux vous dire que si c'est pour que les gens ne trouvent que l'essence de bonne qualité, c'est une décision salutaire. Pourquoi? Et vous n'êtes pas sans savoir qu'au Bénin, aujourd'hui, nous importons beaucoup plus de véhicules d'occasion qui sont frappés par des réglementations. Parmi ces réglementations anti-pollution qui sont à l'origine, il y a sur les véhicules des dispositifs tels que quand la qualité du carburant n'est pas bien, qu'on n'a pas le pouvoir calorifique qu'il faut, ça détecte vraiment des anomalies. Vous avez des véhicules qui vous signalent aujourd'hui des problèmes de catalyseur, alors que vos catalyseurs sont bons, mais simplement la qualité du carburant qui est à l'origine. J'ai des preuves parce que à travers mes équipements de contrôle anti-pollution, à travers les scanners que j'ai au garage et avec les segmentations avec plusieurs clients, où certains prennent l'essence à la station, d'autres prennent l'essence au bord de la voie, on voit avec quel client on a plus de problèmes que d'autres. J'avais un client par exemple, au cours de l'année dernière, nous avons eu à remplacer la pompe essence au moins 4 fois. La pompe essence au cours de l'année. Vers la fin de l'année, je dis Fofo, il dit oui. Je dis, je vais commander
la pompe d'origine avec le filtre, on va mettre et vous allez changer de station, de carburant pour voir. Je vous avoue que quand on a fait cet exercice-là en novembre, depuis novembre jusqu'ici, on n'a pas touché encore à son réservoir. En somme, c'est quand même relatif du grand nombre. Les défauts sont partis. Et je me rappelle bien, la dernière fois, il est passé au garage pour faire une vidange. Je dis non, on ne peut pas encore faire la vidange parce que la qualité de l'huile qu'on a utilisée t'oblige quand même à tirer profit. Vous pouvez attendre. Quand le témoin va s'allumer, vous allez revenir. Mais on s'est fait déjà, je l'ai taquiné, mais quand il a mis la main dans sa poche, il n'a pas, c'est-à-dire à me faire juste pour dire non, ça je suis content, je suis en paix. En définitive, il va aussi de l'intérêt du contribuable. Oui. Ce choix-là. Oui, bien naturellement, ça c'est une vérité. Cela va vraiment dans l'intérêt du contribuable. Maintenant, vous savez, comme il le disait tout à l'heure, cette loi va créer quand même pas mal de soucis aux gens, surtout dans l'application. Mais je pense que, à mon humble avis, l'application ne sera pas de si tôt. Et ils vont promulguer, c'est vrai, mais vous allez voir qu'avant d'appliquer, ils vont vraiment faire asseoir encore les acteurs, les parler et faire comprendre que les enjeux en fait, de cette loi. Personne ne peut méconnaître aujourd'hui les méfaits, d'accord, de ce mal-là. Non, c'est clair. Nous avons eu des histoires par le passé, c'est gravé encore dans nos mémoires. On n'a pas besoin alors de persister dans ce mal-là. Lorsque vous voyez aujourd'hui le secteur de l'informel, de l'essence frelatée, bon, c'est vrai que moi, ça me dérange parfois quand on parle de l'essence frelatée, parce qu'en fait, il n'y a pas de l'essence frelatée. Ça, il faut que on soit clair. Il n'y a pas de l'essence frelatée, mais c'est le conditionnement qui diffère. C'est parce qu'il y a de conditionnement qui diffère qu'on parle de l'essence frelatée. C'est tout. C'est l'un de conditionnement. Vous allez au Nigeria, vous prenez de l'essence pratiquement partout. Ce qu'on prend au Nigeria, la belle preuve, ce qu'on consomme ici et qu'on parle de frelatée, ça quitte où? Et donc c'est pour vous dire que si le gouvernement veut vraiment régler le problème, il faut aller d'abord assainir les frontières. Les frontières d'abord, il faut d'abord finir avec les frontières. C'est la première étape. Bien sûr, c'est la première étape. Si on veut finir avec l'essence frelatée, l'essence dite frelatée si vous voulez, il faut d'abord assainir les frontières. En termes de frontières, on connaît déjà les frontières. Soit les gars vont passer par ce qu'on appelle la voie fluviale. Ils savent que les gens passent par là. Eux tous ils savent. Et le gros problème de l'essence frelatée dans notre République, c'est les dinosaures, c'est les grands hommes qui sont derrière ça. Ceux-là que vous voyez, oui, c'est les hommes politiques, c'est eux qui sont derrière. Les riches du pays, c'est eux qui sont derrière. C'est eux qui financent, c'est eux qui ont l'argent. Alors, mais maintenant que la décision émane, peut-on dire? Oui. Parce que politiquement, c'est la représentation nationale qui est le répondant. Bien sûr. Et si la représentation nationale, à l'unanimité, a pu, en tout cas dans l'ensemble, ceux qui y ont participé, a pu donner sa caution, on peut dire quand même que c'est un pas de franchi. Que là-dessus, ils sont quand même sincères. Non, ils sont plus ou moins sincères. Je dis bien plus ou moins sincères parce que parmi eux-mêmes, là, ils savent qui sont ceux-là qui sont les acteurs principaux de ce phénomène-là. Ceux-là que vous voyez boire des voix, c'est des recrutés. C'est des gens qui travaillent Ce ne sont pas les principaux acteurs. Non, ce ne sont pas les principaux acteurs. Ceux-là que vous voyez boire des voix, ils ne sont pas les principaux acteurs. Les principaux acteurs, vous n'allez jamais les voir dans les véhicules. Jamais voir dans les véhicules. Vous allez voir les gens... Ce ne sont pas eux qui conduisent les tricycles. Ce ne sont pas ceux qui conduisent les tricycles. Non, c'est un réseau. Je vous ai dit, j'ai fait 9 ans dans le secteur. C'est un réseau, un grand réseau, où c'est rien que des hommes qui sont dedans. Et vous imaginez, ce n'est pas une activité pour un débutant. Si vous n'avez pas une surface financière intéressante, vous ne pouvez pas commercialiser le produit pétrolier. Ça, je vous rassure. Pour charger un camion de 30 000 litres, vous êtes dépensé des millions avant de charger un camion de 30 000 litres. Donc, vous imaginez un peu quelqu'un qui n'a pas une surface financière, comment est devant? Non, c'est des grands hommes qui sont derrière. Pour arrêter ce fléau, c'est seulement les grands hommes qui peuvent décider. Les grands hommes sont les seuls à décider de l'arrêt de ce fléau-là. Tant qu'ils ne disent pas non, mais ce n'est pas possible, on ne pourra pas vraiment arrêter ce fléau-là. C'est pour vous dire que le mal est encore dans le fruit. Le verre est dans le fruit, sans dire votre vis-à-vis, mais les acteurs politiques ont quel intérêt à envoyer de la patate chaude à l'exécutif? Bon, la question que moi j'allais même te poser... Non, ici c'est moi qui pose malheureusement les questions. Oui. Lorsqu'on est en train de voter cette loi-là, c'est pour régler quoi? Est-ce que c'est pour régler un problème du manque à gagner que l'État a constaté à travers les produits pétroliers? Si c'est pour régler le problème du manque à gagner, soit on taxe, alors les vendeurs de l'essence frelatée, on les organise, comme l'autre l'a dit, et on sait qu'effectivement, il n'y a pas de fuite d'argent, et qu'eux aussi, ils payent, et ça pourra peut-être amener à élever le prix, disons, de l'essence frelatée. Et lorsque le prix de l'essence frelatée est élevé, on fait la comparaison entre l'essence frelatée et la station,
Et je pense que les gens vont faire le choix d'aller. On dit, mais si l'essence, oui, les gens vont faire le choix d'eux-mêmes. Pour preuve, lorsque le prix de l'essence frelatée monte, vous voyez, les gens se disent, bon, au lieu d'aller acheter par à tel montant, il vaut mieux que j'aille directement à la station. Et là, je vais à la station, c'est mieux. Donc ça, c'est des choses qu'on doit pouvoir régler pour éviter le truc. Maintenant, on veut le faire pour des problèmes, disons, de santé, parce que ça crée des problèmes, disons, d'insécurité par rapport au transport. Bon, là, on pose aussi les conditions. On ne peut plus transporter ces produits-là avec des bidons comme ça se fait, mais ça doit se transporter avec ce qu'il faut. Je prends par exemple les jerrycans de 20 litres qu'on avait et qu'on sort fermés, mais ça, c'était conçu pour l'armée. Ça permettait par exemple à l'armée, vous voyez les jeeps militaires, c'est toujours avec, disons, les trucs de jerrycans derrière, parce qu'on sait que en brousse, ils auront besoin de l'essence. Mais il faut transformer ça et transporter ça dans des conditions de sécurité qu'il faut pour que ça puisse aller. Donc on doit participer et éduquer. Et ce problème-là, on ne peut même pas dissocier l'essence frelatée des émigrants, etc. C'est un ensemble. Donc moi je pense qu'au lieu qu'on cherche à régler les problèmes un à un ou je ne sais quoi, non, il y a un problème. La fuite de responsabilité, l'incapacité, disons, des gouvernements qui se sont succédés jusqu'ici à pouvoir régler les problèmes d'emploi, l'organisation des secteurs. Et c'est pour ça, tantôt, j'avais parlé sur votre plateau ici, une fois, je me souviens, de la structuration des branches d'activité qui allait nous permettre, par exemple, d'avoir c'est-à-dire des référentiels de formation pouvant permettre à quelqu'un, par exemple, qui, après le bac, peut accéder à une formation de 3 mois, 6 mois et être compétent dans quelque chose et faire, puisque l'homme vit au dépend de sa capacité à satisfaire les besoins des autres. Parce que les gens ont besoin de réparer les voitures. Moi, je suis mécanicien, j'arrive à les satisfaire, je vis de ça. Mais il y a beaucoup de choses. Alors, la problématique du chômage, lorsqu'on l'évoque dans un dossier comme celui-ci, est-ce que ça ne risque pas d'empêcher l'État d'aller vraiment de l'avant? Mais ça, c'est normal. Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, que ceux qui vendent au bord de voie ne sont pas vraiment les propriétaires. Ils sont recrutés. Je peux vous confirmer qu'ils sont à 1 000 francs par jour. J'ai fait beaucoup d'études par rapport à cela. Ils vendent pour des propriétaires. Ces propriétaires-là les payent par jour. Et donc, quand on supprime tout ça, tous ceux-là vont rester à la maison. La conséquence, elle est directe. C'est que vous allez voir beaucoup plus de gens qui vont se donner aux jeux malsains dans la République. C'est pour dire que, en fait, c'est pas mauvais d'avoir voté cette loi. C'est pas une mauvaise chose d'avoir voté cette loi. Mais il faut penser beaucoup plus à comment faire pour reconvertir les gens. Vous savez, c'est pas la force. Et quand le gouvernement va peut-être décider de passer par la force, ça ne marchera pas. Il faut aller doucement avec les gens, le faire comprendre. Et c'est à cela que je dis, la communication du gouvernement doit pouvoir s'accentuer sur comment faire pour professionnaliser alors sur cette activité-là et reconvertir d'autres personnes. Mais quand vous parlez de professionnalisation, oui. Mais c'est un peu en antipode à l'interdiction. Aujourd'hui, c'est l'interdiction dit on ne veut plus en voir. Non, vous savez, je prends le cas de Boukoumbe par exemple. Est-ce que sur la voie de Boukoumbe, nous avons une station-service? Ah, vous persistez. Je persiste par rapport à ça. La réponse, c'est non, a priori non. D'accord? Mais comment est-ce que quelqu'un qui conduit sa voiture en quittant Cotonou et doit pouvoir s'approvisionner sur la voie, peut alors s'approvisionner? Il se pose un problème de satisfaction de son besoin. Donc, on ne peut pas supprimer entièrement. Vous savez, la loi, c'est la loi. La loi, elle est dure. Elle est très dure, elle est compliquée à appliquer. Et les autorités également savent qu'elles ne peuvent pas aller par la force. Elles peuvent aller avec douceur. Faire comprendre aux gens l'enjeu de la... Tout le monde sait. Si vous savez que dans ce même pays, pour le phénomène des Émédiamans, c'est venu dans ce pays, on a demandé à ce qu'on va les reconvertir, on va faire ici. Ça n'a pas marché. Parce que je ne sais pas quel taximan pouvait te déposer directement devant ta maison par le passé, encore que nous n'avons pas de voies, des infrastructures appropriées par rapport à ça. Donc c'est pour vous dire que nous avons tellement de problèmes qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on règle les problèmes au cas par cas. Si on veut supprimer les essences frelatées, comme on a souvent l'habitude de dire, il faut d'abord commencer par sécuriser nos frontières. Les frontières d'abord, parce que les essences frelatées ne quittent pas le ciel. Ça ne tombe pas du ciel, ça quitte quelque part, ça vient. Donc ça veut dire qu'il y a d'abord des failles
au niveau des contrôles, au niveau de nos frontières, ce qui nous permet alors d'avoir ces produits-là sur notre territoire. Nous avons un produit qui est moins cher. Et à la station, le produit est cher. Vous voulez que le consommateur fasse quoi? Il ira naturellement là où le produit est moins cher. Et c'est ça qui amène le consommateur à aller vers l'essence frelatée. Dans ce même pays où l'essence est allée à 1000 francs le litre, et récemment, vous avez vu un peu le comportement des consommateurs. Tout le monde courait vers le peu des stations que nous avons. C'est pour dire que le gouvernement doit pouvoir encourager la construction des mini-stations. On n'a pas besoin d'avoir une grande mini-station avant de vendre de l'essence. Avec une pompe, une tank, ça suffit largement pour que tu puisses desservir les gens. On n'a pas besoin. Et je pense qu'il y avait des initiatives par le passé avec l'association des vendeurs de l'essence frelatée où ils voulaient moderniser un peu leur commerce. C'est le lieu également de discuter avec ceux-là, de voir comment les reconvertir. C'est aussi une manière de les professionnaliser. Il ne faut pas les laisser en rade. Les laisser en rade, c'est une bombe à retardement. Donc, je pense que cette loi est venue quand même pour régler un problème, c'est vrai, parce que cela donne au moins la force et le pouvoir aux autorités de comprendre que j'ai au moins un test légal sur lequel je peux me baser alors pour dire je veux lutter contre telle chose. C'est une bonne chose. Mais après, il y a l'explication, il y a l'application de la loi, il y a l'interprétation qu'on fera de la loi. Et donc, il va falloir tout simplement que chacun puisse jouer son rôle, calmer un peu les acteurs et ne pas vraiment les matraquer. C'est très important. Oui, Sabi, il se trouve qu'en dehors de l'essence frelatée qu'on a sur les lèvres et qui retient l'attention, il y a aussi le pétrole. On a cité pas mal de produits. Et le problème pour un bon nombre de citoyens, c'est comment faire pour avoir désormais accès à ces produits et si on doit y aller tel annoncé. Bon, je pense que dans des conditions normales, ceux qui ont initié ce projet de loi doivent avoir déjà réfléchi beaucoup et prendre certaines dispositions et savoir ce qu'il faut faire pour permettre aux autres vraiment d'avoir accès. Parce que jusqu'ici, moi je pense que un peu comme les produits pharmaceutiques, le problème de distribution se pose. Ça se pose sérieusement. Et un peu comme les produits pharmaceutiques. Oui, comme les produits pharmaceutiques, parce que quand vous allez dans des villages très reculés, il n'y a que les bonnes dames qui vendent ces produits-là, qui dépendent des gens qui ont les maux de tête, qui ont un certain nombre de trucs. Bon, aujourd'hui, je ne sais vraiment pas comment ça se passe parce que, bon, à Cotonou, je suis un peu très loin, disons, des villages. Bon, mon village est un peu grand, donc au moins dans les centres de santé, mais ce n'est pas tous les villages qui ont des centres de santé. Et lorsqu'on prend le cas, disons, de ces produits, qu'on le veuille ou non, son transport va se faire. Son transport se fera. Lorsque je suis en train d'aller, par exemple, au village et que j'ai beaucoup de courses à faire alors que je ne suis pas sûr de trouver de l'essence au village, je pense que la seule chose qu'on peut me demander, c'est de transporter le carburant dans les conditions de sécurité requises. Mais m'interdire de transporter le carburant alors que je serai en panne sèche, je pense que ça ne tient pas la route. C'est insensé. Alors, est-ce qu'il faut déjà commencer à penser à une relecture de ce test? Bon, donc moi, je pense qu'il y aura des conditions d'application. Ça c'est sûr qu'il y aura des décrets, vont les arrêter et qu'on sait comment ça va être réglé. Mais ce qui me surprend un peu depuis quelques années, c'est que beaucoup de lois sont votées sans qu'au préalable on ait discuté. Je ne sais pas s'ils ont discuté avec les acteurs du secteur, que les gens ont apporté leurs réflexions avant que les gens prennent. Bon, s'ils n'ont pas discuté avec les acteurs du secteur, bon, peut-être que les jours à venir ou bien les mois à venir, bon, vont leur permettre de discuter avec ceux-là avant d'évoluer. Je prends par exemple au niveau des lubrifiants, les huiles à moteur par exemple, les consorts, mais vous voyez l'huile à moteur. Toute huile n'est pas huile à moteur. Et pourtant, ça a la même couleur, ça présente la même viscosité qu'on sort, mais les additifs ne sont pas les mêmes pour que ça puisse jouer correctement le rôle. Et on sait par exemple qu'il y a des huiles, vous mettez dans le moteur, mais après, ce sont ces huiles qui vous coulent le moteur parce que ça se décompose, ça laisse les dépôts, ainsi de suite. Donc, si entre-temps, à travers cette loi, on peut avoir la chance quand même d'avoir des produits de qualité, tant mieux. Mais lorsqu'on va parfois aussi à la station et qu'on prend du carburant, et que vous avez de l'eau, et ça arrive. Il arrive que vous preniez du carburant à la station et que vous avez des problèmes. Moi, j'ai eu des clients qui ont pris, disons, du gasoil à la station, mais ça a créé des problèmes de becs injecteurs, de pompe, ainsi de suite. Il y a vraiment de ces cas, beaucoup. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que les mauvais carburants, c'est seulement ce qui est importé. Non. Et j'ai eu à le dire, c'était même sur l'OETB, au moment où certains pensaient qu'on ne peut pas lutter contre la pollution alors que l'essence frelatée est là.
Je dis non. J'ai eu à faire des tests avec les étudiants où on a dégradé du carburant, on a mis dans le moteur, on a pris, disons, l'analyse de gaz. Mais à un moment donné, je suis même tenté de dire que le résultat final, au niveau, disons, du gaz d'échappement avec l'essence relatée, était encore très bien. Je ne dis pas que l'autre est mauvais, mais c'était encore très bien. Donc, c'était un faux problème, par exemple, de dire que l'essence Payot était à l'origine de trucs. Non. C'est un problème de société que nous devons régler. Pas plus tard qu'hier, je pense qu'on m'a envoyé un message sur WhatsApp où un monsieur était brûlé à partir, disons, de l'essence relatée. C'est déplorable. Quand on se rappelle du drame, par exemple, à Porga, ce qui s'est passé à Porga, par exemple, est-ce que c'était l'essence relatée? Non. Les accidents arrivent toujours. C'était un camion citerne qui transportait officiellement du carburant de Cotonou pour les autres pays qui a fait accident et qui a occasionné ça. Donc, c'est le produit qui est inflammable, il est dangereux. Comment le transporter? On doit pouvoir canaliser, ainsi de suite. Bon, maintenant, pour canaliser ça, si certains maintenant trouvent que les conditions ne leur permettent pas, ils vont sortir de là. Ce n'est même pas la force. Je prends le cas, par exemple, de la lutte contre la pollution. C'est progressivement que les gens sont allés. On dit, les véhicules de telle cylindrée à partir de telle année doivent avoir de pots catalytiques. Progressivement, à partir de telle année, ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui maintenant, il y a tous les véhicules qui sont équipés de pots catalytiques si c'est acheté neuf. Maintenant, les véhicules diesel, progressivement, sans filtre à particules consorts, ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est progressivement qu'on fait les choses. Par où on va commencer pour pouvoir arriver là. Mais l'opération gendarme, ça n'a jamais été efficace. Bien au contraire, ça crée des casses. Et quand on prend aujourd'hui la lutte contre la pollution chez nous aujourd'hui, ça a été ça. Parce que tout au début, moi je dis, lorsque vous prenez Cotonou, et c'est heureusement, c'est grâce à ça par exemple que les motos 4 temps ont été détaxées, puisque c'est des motos qui polluent moins. Mais la mairie de Cotonou, par exemple, aurait pu prendre une décision à l'époque pour dire d'ici 10 ans, il n'y aura plus de motos 2 temps dans la ville de Cotonou. En tout cas, la notion de l'anticipation est souhaitée par beaucoup de gens. Mais dans le cas d'espèce et au regard des analyses que vous faites, faudra-t-il aller, puisque cette possibilité est aussi donnée, à une relecture de la loi en question, en certains de ces points? Bon, moi, je n'ai pas lu cette loi. Complètement. Je vous lis par exemple l'article 930 qui dit toute personne qui ne respecterait pas, et Rustico soulignait tout à l'heure, c'est bon d'avoir un texte de loi, et là-dessus, c'est une avancée. Alors, quand on continue, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut la maintenir ainsi ou demander une relecture? C'est la question que je vous posais, mais je vous donne lecture des sanctions retenues d'abord et on appréciera. Toute personne qui ne respecterait pas cette loi s'expose à une amende égale au double de la valeur des produits saisis selon l'article en question. La valeur de l'amende ne peut être en dessous de 100 000 francs CFA. Et au rayon des autres sanctions, il faut noter la confiscation des produits et des moyens de transport et des peines de prison allant de 3 mois à 3 ans. Bon, à ce niveau, moi je vais dire que, bon, peut-être que les gens, ils savent qui sont ceux-là qu'on peut épingler, régler leur compte à travers cette loi. Sinon, je pense que jusqu'ici, lorsque la douane vous saisit un moyen de transport et consort, et en tout cas les amendes et tout, c'est prévu. Tu dois payer l'amende par rapport et le moyen de transport aussi, tout. Et je pense que depuis longtemps, la douane même faisait ce travail. Il faut aller dans les zones de Igolo, tout et consort pour savoir que par le passé, même jusqu'ici, la douane continue toujours de faire son travail en ce qui concerne. Mais comme c'est un problème de société, les gens vivent de ça, vous êtes dans une localité, vous voulez appliquer strictement et tout, vous-même, vous risquez votre peau. Donc, à quelque part, il faut vraiment pas laisser totalement. On fait un peu, on ferme les yeux, on fait un peu, on ferme les yeux. Bon, maintenant, ce qu'ils ont prévu, pour moi, par rapport à ce qui se passait, il n'y a rien d'extraordinaire, mais les peines d'emprisonnement et qu'on sort, oui, mais pourvu que ça ne soit pas orienté
et qu'on persécute certains et qu'on laisse d'autres. Stico, là-dessus, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? On maintient le test en l'état ou il faudra penser à une relecture? Oui, moi, mon humble avis, il y a des éléments sur lesquels on peut revenir sur le test de loi. Vous savez, on parle des produits illicites. Je suis d'accord avec le principe, mais quand je prends par exemple les lubrifiants, par exemple. Je ne sais pas trop en quoi est-ce que cela pourrait créer des dommages s'il faut interdire cela encore à une bonne dame qui va acheter ça peut-être dans une maison. Le plus important, c'est de sécuriser pour que nous puissions avoir des produits de qualité. Mais si une dame revendeuse va alors acheter ça à la maison et revendre pour trouver 200 francs, 300 francs sur ses produits, je ne pense pas que ça soit une mauvaise chose. Je pense que c'est des détails près de cette loi que moi je suis en train de voir. Des produits qui ne peuvent pas, qui ne sont pas aussi dangereux que ça, on peut quand même laisser les Béninois commercialiser cela. Ça là, ne coûte absolument rien. Et la hauteur, c'est pas un produit inflammable. À mon humble avis, c'est un produit que tout le monde peut vendre. Maintenant, le plus important, c'est d'insister sur la qualité. Si la qualité y est, la bonne dame peut aller acheter dans la maison mère, et la maison mère alors va pouvoir se transformer en grossiste et ne peut le vendre alors en détail. C'est aussi simple que ça. Cela permettra également aux autres et aux uns aux autres d'avoir un peu d'entrée et de subvenir à leurs besoins. Et donc, en l'état aujourd'hui, je pense que l'application sera un peu difficile. Et les autorités en sont très conscientes. Ils savent quand même, elles savent que tout le monde que l'application de cette loi sera très difficile parce que c'est déjà dans la culture, d'accord, de tous les Béninois aujourd'hui, la consommation de l'essence frelatée. Et donc, avant de l'enlever dans le comportement de chaque Béninois, il va falloir vraiment travailler sur la mentalité, agir sur la conscience, agir sur la poche du Béninois. Parce que si la poche du Béninois n'est pas améliorée, il ne peut pas aller alors vers une station-service s'approvisionner. Ça, c'est très important. Aussi, il faut revoir le palier de l'aménageur. Bien sûr, il faut revoir cela parce que vous savez, vous achetez le truc dans les secteurs informels à 300 francs, mais de l'autre côté, vous achetez ça peut-être à 500 francs. Le cas est grand. Et quelqu'un va vous dire, la dernière fois j'étais avec quelqu'un... Les 600 francs ne datent pas de maintenant. Est-ce que les salaires hier n'étaient pas fixés proportionnellement à cela? Sachant que chaque Béninois pouvait aller à la station. Mais vous savez que au niveau des produits pétroliers, à la fin de chaque mois, il y a la structure des prix qui sort. Donc les prix varient et le carburant est lié au dollar. Et dès que le dollar prend un poids, automatiquement on change les prix le lendemain. Donc c'est pour vous dire que c'était très sensible. Et j'avoue, je le souligne, que c'est parce que l'État a subventionné le carburant que nous avons cela à ce prix à la station. Sinon on devrait avoir l'essence très chère à la station. On devait avoir les autres très chers à la station. Et si vous parcourez un peu la sous-région, vous allez voir que le Bénin a quand même un prix un peu plus ou moins raisonnable au niveau des stations-service. Mais voilà que le secteur, nous sommes, ou du moins c'est notre mal, c'est d'être à côté du Nigeria, et qui a en même temps un avantage et en même temps un inconvénient. Et l'avantage, c'est que les produits viennent, mais l'inconvénient, c'est que le prix brûle les Béninois. Vous voyez un peu. Et maintenant, il faut commencer par voir comment faire pour éviter alors les casses de ces produits-là. Mais je pense que ce n'est pas par la force, il faut régler le problème. Il faut aller doucement avec les acteurs du secteur, composer avec les acteurs du secteur, les professionnaliser et les reconvertir. Point. Il n'y a pas deux choses. Les reconvertir, si d'autres sont prêts à continuer dans le même secteur d'activité, alors ils sont obligés alors de s'adapter aux nouvelles exigences du secteur d'activité au lieu de le faire. L'autre chose, c'est quoi? C'est que l'État peut également essayer de faire la promotion de la construction des mini-stations. Des mini-stations, mais où les premiers utilisateurs, les premières personnes à pouvoir travailler doivent être les acteurs du secteur informel. Les acteurs là qu'on aurait déjà laissés en rade devaient normalement être les priorités d'accord, de ces stations-service-là. Et l'État doit pouvoir mettre en place un fonds pour pouvoir organiser cela. Si ce n'est pas le cas, le privé ne peut pas avoir les ressources nécessaires aujourd'hui pour le faire. Vous imaginez, vous prenez même la Sonacop, vous prenez un peu à Cotonou, vous allez voir des stations où vous allez voir la marque Sonacop là-dessus. Vous savez combien de stations Sonacop appartiennent à la Sonacop au Bénin? Allez faire les recherches, vous allez me dire ça. La Sonacop, même qui est là, n'a pas 10 stations, n'a pas 5 stations. Je dis bien la Sonacop même, n'a pas plus de 5 stations sur tout le territoire national. Tout le reste, c'est le privé. C'est le privé qui signe un contrat de franchise avec la Sonacop. Et la Sonacop doit pouvoir livrer les produits à ce client-là de façon permanente. Vous imaginez?
même la société mère n'a pas autant de stations-service. Mais tout ce que vous avez, c'est des contrats de franchise. Il va falloir quand même que déjà, la maison mère, on peut se redonner encore vie à la maison mère pour que la maison mère puisse avoir de la matière à livrer. Si la maison mère n'a pas de matière à livrer, ça pose un problème. Si le privé doit pouvoir les construire, pour trouver alors 300 millions, son problème sera alors du capitalisme, tout simplement. Il faut encourager. Donc ça va impacter le quotidien. Naturellement, ça va impacter le quotidien. Il faut naturellement travailler pour que, au moins, là, la maison mère puisse avoir beaucoup plus de stations-service, d'accord, et faciliter également la construction au privé. Parce que si vous ouvrez le secteur et il n'y a pas de contraintes financières assez élevées, vous allez voir que beaucoup seront prêts à le faire. Ceux qui sont dans le secteur informel, s'ils s'organisent en coopérative, vous ne pensez pas qu'ils peuvent le faire? S'ils ont un appui financier, ils vont le faire. Ils vont construire des mini-stations modernisées où ils peuvent vraiment se déplacer avec. Pourquoi ne pas aller encourager cela? C'est vrai que dans la loi des finances 2018, l'État avait mis l'accent sur les exonérations sur les camions citernes flambant neufs pour pouvoir promouvoir un peu le transport dans le secteur formel des produits pétroliers. Mais le secteur informel vient plomber encore cela. Parce que ces mêmes camions qu'on achète et qui sont exonérés transportent encore les produits de contrebande. Vous voyez un peu. Or, ce n'est pas la vision première de l'État. Donc, il faut dire qu'il faut tout simplement tenir compte de nos réalités avant de voter. Oui, Sabi Biao, oui, mais là où cette loi, par exemple, moi je dis ça pose encore problème. Moi, je suis garagiste. Et je peux, pour les besoins de mon garage, importer des lubrifiants pour pouvoir garantir la qualité, disons, de mon service. Mais au nom de quoi je dois être d'abord un agréé pour les produits pétroliers avant d'importer des produits que je dois consommer dans mon garage. Je prends par exemple, je ne dénigre pas les stations qui sont là. Mais il y a longtemps, par exemple, que je n'achète plus de produits des lubrifiants, disons, dans les stations. Pourquoi? Parce que la plupart de leurs caractéristiques techniques ne conviennent pas à certains types de véhicules qui entrent dans mon garage. C'est aussi ça, la vérité. Et vous constituez une grande association. Vous n'avez pas été approché lorsqu'il a été question de voter ce texte? En tout cas, à ma connaissance, non. On n'a pas été approché. Et même au niveau du ministère du cadre de vie, je suis dans le comité d'agrément qui parle, disons, de toutes questions qui ont rapport, disons, à la pollution. Je n'ai jamais été invité. Comme c'est une œuvre des députés, peut-être que vous serez associé par la suite. C'est ça. Donc moi, je pense que si les gens doivent voter des lois, qu'ils prennent quand même le temps de faire des enquêtes, de voir le tout et qu'on soit. Parce que demain, ils ne seront plus ceux qui votent les lois, mais ils seront aussi ceux qui subissent vraiment les lois. Donc, oui, ce vote est intervenu dans un contexte où déjà la fièvre électorale monte progressivement. Là-dessus, le Front pour le sursaut patriotique a donné de la voix demandant aux élus du peuple de revoir simplement leur copie. Il s'agit pour eux ni plus ni moins d'une criminalisation d'un secteur qui pourtant jouerait un rôle de premier plan en ce qui concerne le volet social d'un pays qui cherche encore ses marques pour asseoir un développement durable. Vous avez suivi cette sortie et cette analyse du FSP. Est-ce que ça tient dans le temps? Oh oui, bon, vous savez, c'est beaucoup plus le plan social qui importe parce que ce n'est pas des étrangers qui travaillent dans cette filière, c'est des Béninois qui travaillent. Ils parlent toujours de la reconversion. Je pense que c'est la reconversion qui est beaucoup plus le mobile de cette opinion. Et je sais également qu'ils vont le faire, les gouvernements vont le faire. Il ne faut pas laisser en rade ceux qui sont dans le secteur d'activité. Parce que les laisser en rade, c'est que nous avons agi sur le social. Nous avons agi sur le social typiquement et que vous savez, sur le plan économique, s'il n'y a pas progrès vraiment social, ça pose un problème. Ça pose un problème. Donc il va falloir quand même qu'on mette l'accent également un peu sur cette Sabi Biao, oui, je le disais tout à l'heure, le vote est intervenu dans un contexte où la tension monte progressivement. Est-ce que ce n'est pas salutaire, courageux aussi, de pouvoir faire quelque chose qui peut impacter quand même un électorat? Oui, vous m'excusez, on va voter, faire quelque chose qui va impacter l'électorat, oui, mais je pense que les gens, il faut qu'ils commencent par travailler beaucoup plus pour régler des problèmes plutôt que pour empêcher des gens de faire certaines choses. Parce que j'ai remarqué depuis peu, pour ne pas dire depuis l'avènement de la rupture, que rares sont ces conseils des ministres qui ne mettent pas en mal certaines catégories, disons, de la société.
Soit c'est interdiction, c'est ceci, c'est cela, c'est rien que ça. Soit c'est des emplois qui sont perdus, ainsi de suite. Les députés aujourd'hui, à travers leurs lois, on fait quoi? On fait que tout simplement, beaucoup de travailleurs ne peuvent plus avoir accès au crédit. Quel crédit? Au crédit bancaire, par exemple, parce que les emplois ne sont plus sécurisés au Bénin. En tant que syndicat, je suis mieux placé pour vous en parler. Donc, les assureurs, par exemple, ne sont plus prêts à assurer les crédits bancaires des travailleurs parce qu'on sait que d'un moment à l'autre, on peut renvoyer le gars. Voilà seulement combien on peut lui payer parce que tout est plafonné déjà à travers, disons, la loi qui a été votée à l'Assemblée. Est-ce que ça, c'est une bonne chose? Ça permet le développement? Non, quand ils veulent voter, parce que vous n'êtes pas en mesure de créer des emplois, mais vous créez des conditions qui ne sécurisent pas les emplois. Et là, on dit qu'on a des députés qui sont en train de faire chose. Non. Actuellement, c'est-à-dire ce qui me gêne un peu, c'est qu'on ne sait même pas quelle est l'option que nous avons faite. Est-ce que c'est vraiment notre démocratie à l'état actuel là, que nous sommes en train d'appliquer? Est-ce que nous avons fait l'option maintenant, disons, d'un capitalisme sauvage? Est-ce que nous avons fait quelle option? On ne sait vraiment pas dans quelle option on est. Et tel que, actuellement, moi, je ne peux pas me dire dans quel état je suis. Est-ce que c'est dans la démocratie ou bien dans le capitalisme? Je ne peux pas dire. Parce que si tout ce qui se fait aujourd'hui se fait dans le sens de permettre à l'État d'avoir l'argent, l'État n'a pas besoin d'avoir l'argent. L'État a besoin de créer les conditions pour que les citoyens vivent bien et qu'ils maintenant satisfassent, disons, à leurs obligations. Et que l'État maintenant mobilise ses moyens pour le faire. Maintenant, lorsque l'État regarde seulement, on va faire ceci pour gagner, et la population, un emploi pour lequel, et c'est-à-dire une décision par exemple qui fait perdre des emplois, je pense que si l'initiative est d'un gouvernement, c'est criminel. Parce que c'est l'État qui est garant, disons, de la formation, qui doit protéger les emplois, qui doit faire tout. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on ne voit pas discuter, on ne voit pas les gens discuter avec les acteurs avant de prendre, disons, des lois. Je dis, ça gêne. Oui, ça gêne. Et on a mis en place un système qui crée la psychose, de sorte que, je prends par exemple le cas de la police. Pour pouvoir affaiblir leur morale, c'est leur secrétaire général qui était allé, on dit garde à vue, ceci, cela, qu'on sort. Le capitaine Trapeau, je ne suis pas politicien, des eaux-forêts, il a réagi. Oui, ce sont des forces. Alors qu'il a réagi aussi, c'est dans interdiction de la vente illicite des produits pétroliers, mesdames, messieurs, vous avez compris, c'est un sujet tel un serpent de mer à plusieurs ramifications. Cet instant débat n'est sans nul doute qu'un volet. Au fur et à mesure de l'évolution du dossier, on reviendra sur ce plateau pour apprécier et à faire aussi des contributions, comme vous l'avez constaté sur ce plateau, pour permettre que nous ayons des décisions qui impactent réellement le quotidien. Votre mot de la fin? Alors, je voudrais quand même convier les autorités à l'apaisement et dans l'application de cette loi. Il ne faut pas qu'on aille avec la force. Merci beaucoup. Et vous? Ce n'est que la même chose. Merci, chers invités, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, 100% Bénin. Pour le numéro du jour, c'est ainsi terminé. Demain, c'est un autre jour. On se donne donc rendez-vous, mais avant de vous quitter, cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Mesdames, messieurs, sachez donc mettre un peu de cœur dans les grandes décisions que vous aurez à prendre pour que demain soit vraiment heureux, pas que pour vous, mais pour tous. Merci pour l'attention. À demain.